Bienvenue dans ce webinaire. On va être ensemble pendant 1 heure. On va parler des données et de en quoi elles sont utiles, importantes pour la transition écologique des entreprises. Et on va se dire que en fait, il y a beaucoup de défis à relever pour les utiliser au mieux et accompagner les entreprises vers l'écologie. Et on va parler de cas d'usage avec l'IA pour améliorer l'utilisation et la collecte de ces données. Alors, on va se présenter rapidement. Alors, moi, je suis Dominique Prévost. Je travaille chez Equimetrix où je suis manager sur des projets d'IA pour la transition écologique. Donc, 100% sur le climat et la sustainability. Merci Domitil. Donc bonjour, donc moi Narit Fleck. Donc je suis directeur de la practice développement durable chez Yeli Consulting. Donc j'ai une quinzaine d'années d'expérience dans l'énergie et l'environnement. Donc avant de passer au vif du sujet, une petite présentation de nos deux cabinets, juste pour replacer effectivement, nous replacer dans le contexte global. Donc Yeli Consulting, on est un cabinet de conseil spécialiste de la transition énergétique, environnementale et de la transformation numérique. On accompagne sur ces thématiques les entreprises qui sont à droite, là, notamment donc effectivement Enedis, RTE, GRTgaz et GRDF par exemple. Et vous avez d'autres clients juste à côté. On est 120 collaborateurs et on a été créé en 2010. Globalement, en notre sein, on a différentes practices, des practices plutôt liées à la data, d'autres à la stratégie et l'innovation, d'autres aux transformations des modèles opérationnels, à l'ingénierie smart grid et au développement durable, donc, dont je suis le représentant ici aujourd'hui. Précisément, côté développement durable, donc on vous accompagne sur l'ensemble des piliers effectivement de la transition écologique. Donc ça commence par la sensibilisation pour mobiliser les acteurs, donc, être pédagogique, expliquer pourquoi on fait ça, donner les tenants et aboutissants. Le deuxième pilier, c'est la réglementation. Donc on parle de bilan carbone, mais aussi beaucoup de CSRD, on aura le temps d'y revenir. Troisième pilier, l'atténuation. Donc on vous accompagne dans la stratégie de décarbonation. Alors on parle de décarbonation, mais il y a aussi les sujets biodiversité et eau qui sont très importants. Et le dernier pilier, c'est l'adaptation au changement climatique pour avoir un modèle plus résilient vis-à-vis des changements qui sont à venir. Super. Alors nous, Equimetrix, donc on est assez proche de Yeli. On est une entreprise française aussi. On fait du conseil. Nous, notre spécialité, c'est data science et intelligence artificielle, de l'algorithmie. On est un des leaders français du secteur et on est maintenant une entreprise à mission dont notre mission donc c'est de transformer les organisations et nos clients au service d'une trajectoire durable. Donc on est une entreprise qui a vraiment fait un virage et on va bientôt être certifié B Corp. On est aussi très engagé dans l'IA responsable. On a le label IA. Et notre objectif, c'est voilà, de développer des algorithmes et des projets de data science au service de la transition des entreprises. Alors nous, nos clients, on a de toutes les industries, notamment secteur du luxe, finance, secteur public, grande consommation, donc c'est assez large, et aussi mobilité énergie. Donc on est 500 experts dans le monde. Et voilà, nos expertises, c'est toute la chaîne de la donnée. Et d'ailleurs, peut-être que c'est intéressant, vu qu'on va beaucoup parler d'intelligence artificielle aujourd'hui, de rappeler qu'est-ce que c'est au final l'intelligence artificielle. Alors, normalement, le mot intelligence artificielle se réfère à tous les algorithmes d'apprentissage. Donc, c'est des algorithmes qui traitent de tâches très complexes, comme créer des images, analyser des séries temporelles, etc. Généralement basés sur des réseaux de neurones, de plus en plus. Évidemment, tous ces algorithmes sont basés sur un socle de données et dans nos projets, on va faire de l'IA et on va faire peut-être la moitié du projet, ce sera récupérer la donnée, la nettoyer, la vérifier et pour pouvoir l'exploiter avec des algorithmes d'IA. Donc on en parlera lors de cette heure où on va parler de beaucoup de projets d'IA et je vous expliquerai les différentes phases de ces projets.
Merci Domitil. Donc aujourd'hui, effectivement, pendant cette pause digestive, on va vous expliquer finalement pourquoi la donnée est cruciale pour la transition écologique, pourquoi est-ce qu'on en a besoin. Donc on va revenir à certains fondamentaux. On va donner quelques cas où effectivement, c'est pas forcément toujours évident de traiter, d'avoir cette donnée. Et on va du coup effectivement à chaque fois, que ce soit le plus dynamique possible, vous donner des exemples où on arrive à améliorer notre vie, accélérer les projets grâce au big data et à l'IA. Alors, évidemment, le big data et l'IA, ce ne sont pas les seuls leviers qui permettent de bien utiliser, d'optimiser l'utilisation des données dans la transition écologique. Il faut parler de gouvernance des données, il y a plein d'autres sujets associés à ça. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est de parler effectivement de comment est-ce qu'on peut y arriver avec le big data et l'IA. Comme je le disais, on est sur la pause digestive, donc je sais que c'est pas toujours facile. Donc on va essayer de rendre ça le plus interactif possible avec une séance et surtout n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Donc on y répondra au fur et à mesure et on se donnera un petit temps à la fin pour répondre à certaines questions. N'hésitez pas à chatter aussi. Il y aura des sondages. Alors en pratique, comment ça marche? Donc vous avez donc en bas à droite en théorie une partie donc sondage, questions et chat dans laquelle vous pouvez venir interagir donc au gré de ce que vous voulez. Donc il y a juste à certains moments on fera un ou deux sondages et c'est à ce moment-là qu'il faudra venir ici et, euh, et donner votre réponse. Donc, si tout est clair pour vous, allons-y. Donc, je vois qu'on est 40, super. Donc, on souhaitait commencer par ce proverbe qui commence à faire son chemin, qui est You cannot reduce what you cannot measure. En fait, qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Ça veut dire que comme dans beaucoup de domaines, et donc la transition écologique ne fait pas exception, on ne peut pas réduire quelque chose qu'on n'a pas mesuré. C'est pas possible de faire ça, c'est difficile. Et on peut prendre des parallèles avec plein d'autres sujets qui sont tout à fait différents, comme le budget financier, les dépenses, ou même le poids d'une personne. Pour réduire, il faut savoir quand même notre point de départ et savoir finalement comment on progresse. Donc, une première question à votre destination. Donc, aujourd'hui, vous, qui du coup êtes connecté à ce webinaire, dans quel cas est-ce que vous rencontrez l'utilisation de données dans vos projets de transition écologique? Est-ce qu'on parle de bilan carbone? Est-ce qu'on parle d'optimisation énergétique? Voilà, n'hésitez pas à vous exprimer donc, via le petit... le Une petit question ou le chat finalement? comment? C'est plutôt dans le chat qu'on veut qu'ils participent, non? Ça me va. Ça me va. Je vois que Mamadi, vous êtes déjà en train de taper. Donc vous pouvez aller sur le petit onglet chat pour nous donner vos projets majeurs d'utilisation des données dans votre trajectoire de transition. Avec ou sans IA, bien sûr. Tu as raison, effectivement, Dominique, c'était vraiment dans le chat. Oui. Oui, alors, je ne sais pas si tu vois le chat, Narit. Donc, Oui. dans le cadre de bilan carbone et d'ACV, donc ça, c'est vraiment les deux grandes méthodologies qu'on va suivre pour estimer en fait l'impact sur le climat, soit d'une entreprise pour le bilan carbone ou de différents produits pour les ACV. Ça permet notamment de suivre les améliorations quand on voit l'évolution année après année de ces mesures. Donc là, je vois d'autres cas d'usage, là, effectivement, côté Jérôme et Joël aussi, sur des sujets de facture ou d'efficacité énergétique. C'est super. Super. La suite de métier, ça te va? Super. Allons-y. Donc le premier besoin, effectivement, qui rejoint effectivement le premier proverbe qu'on a donné, c'est de prendre les bonnes décisions. Parfois, on va être confronté à des choix, et pour prendre une bonne décision, ça vaut le coup d'avoir une vision un peu chiffrée, et donc d'avoir des données. Et donc là, on va de nouveau faire appel à vous. On va de nouveau faire appel à vous, donc cette fois-ci dans le sondage, alors j'espère que je ne me trompe pas cette fois, mais dans le sondage, donc toujours en bas à droite, et donc la question est la suivante. Si on regarde uniquement l'aspect changement climatique, attention, donc émissions de gaz à effet de serre,
Est-ce que c'est mieux de prolonger la durée de vie de son smartphone de 2 ans, ou est-ce que c'est mieux de privilégier une visio à la place d'un aller-retour Paris-Marseille en avion? Donc là, vous pouvez aller en bas à droite dans les sondages et donner votre réponse. Donc c'est vraiment deux gestes qui nécessitent un petit effort et qui en fait qui sont positifs à la fois pour les émissions et aussi positifs en termes de budget. Donc c'est souvent intéressant de voir que la sobriété en termes d'émissions de carbone va généralement de pair avec des économies et une meilleure gestion, une optimisation des process. Là, effectivement, il y a quand même donc il y a quelques réponses là déjà. Donc bah, les deux options se talonnent. Hein, les deux options se talonnent. Donc on en est à 18 pour le moment. Donc s'il y en a qui veulent encore donner leur avis, ils peuvent. Alors, il y a beaucoup de personnes qui parlent dans le chat et vous avez vu que en fait, on a un petit onglet sondage où vous pouvez répondre directement. Allez, merci pour ce rappel de métier. Ok, donc merci pour votre participation. Donc globalement, donc si on regarde uniquement d'un point de vue des émissions de GES, donc un smartphone, globalement, on peut dire que d'un point de vue carbone, ça représente 80 kg de carbone, si on fait le cycle de vie en entier, okay, en prenant en compte donc, effectivement la fabrication et l'utilisation notamment. Donc 80 kg. Donc si on part sur effectivement une prolongation de 2 ans, on peut dire qu'on économise en fonction des hypothèses entre 40 et 80 kg de CO2. Un aller-retour Paris-Marseille en avion, eh bien, ça représente plutôt 400 kg de CO2. Donc il y a et donc 400 kg de CO2, alors qu'une visio derrière, bon, c'est globalement assez négligeable par rapport à ces 400 kg de CO2. Hein. Même si on prend une heure, on est, je pense, alors il faut vérifier, mais on est de l'ordre de quelques grammes. Okay. Donc là, en fait, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a un facteur 10 dessus. Et en fait, pour avoir ces données, bah, effectivement, il faut réussir à aller sur des bases de données qui existent, dont la base empreinte de l'ADEME, sur laquelle il y a pas mal de facteurs d'émission. Et là-dessus, je crois, Domitil, que vous êtes en train de travailler dessus, parce que la base empreinte de l'ADEME, elle n'est pas forcément hyper accessible à tout le monde. Oui, tout à fait. Donc, ça peut être le premier projet d'IA dont on peut parler. La base empreinte, il y a énormément de facteurs d'émission. Elle est extrêmement importante en France. Ça nous permet en France d'être leader sur la transition écologique parce qu'on a une bonne base d'émissions libres pour tout le monde pour faire des bilans carbone. Mais il faut être un peu expert pour la manipuler. Et nous, avec Equimetrix, on travaille avec l'ADEME actuellement pour que vous puissiez bientôt requêter directement la base empreinte en mettant des phrases. Donc, par exemple, vous demandez dans un chat bonjour, dites-moi combien émet l'aller-retour à Marseille. Et en fait, nous, avec l'IA, on va aller interroger la base empreinte et vous dire bah, justement l'équivalent carbone de votre action ou de votre produit. Donc c'est un des premiers usages de l'IA qui est accélérer le processus et démocratiser l'accès à la connaissance sur l'écologie. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, la base empreinte de l'ADEME est globalement super bien faite. Il y a eu beaucoup de travail derrière, mais c'est vrai qu'il faut quand même un certain degré de connaissance pour y accéder. Donc, grâce à ce projet, ce que j'entends, c'est qu'on pourra effectivement, enfin, des novices pourront avoir accès à ces facteurs d'émission. Exactement. Super. Alors, deuxième sondage, hein, et après on arrête de vous embêter avec les sondages, quoique. C'est donc toujours la même question. Hein, on regarde le changement climatique, donc les émissions de GES. Donc là, un cas d'usage qui est peut-être plus proche des préoccupations que vous pourriez avoir dans le cadre d'une décarbonation. C'est donc, est-ce que c'est mieux de changer un de mes fournisseurs de matières premières ou est-ce que c'est mieux d'abaisser la température de mes locaux de 1 degré? Donc là, de nouveau, vous pouvez aller dans le sondage pour répondre. Ah, c'est très partagé. Alors, je note que les gens répondent plus vite au sondage, donc ça veut dire qu'ils ont compris où est-ce que ça se situait, donc c'est super. Il y en a même plus de réponses que tout à l'heure.
Alors ça dépend grandement des entreprises, hein. Pour le coup, la le dernier sondage, il y avait une vérité scientifique pour tout le monde, alors que là, il va falloir avoir des données, propriétaires de votre entreprise pour faire les calculs cette fois-ci. La base empreinte ne suffira pas toute seule. Et donc là, pour l'instant, effectivement, on a 16 pour l'option 1 et 10 pour l'option 2. Et donc là, effectivement, comme tu disais, de métier, donc, en fait, la réponse est ça dépend. Hein, ça dépend, et ça dépend de beaucoup de facteurs. Et donc, on peut citer notamment le volume d'achat ou la place qu'occupe le fournisseur dans en fait, finalement les dépenses de l'entreprise. Et de l'autre côté, on peut citer effectivement le mix énergétique qui est pris, la consommation qui est directement liée aussi à la surface des locaux. Donc là, ça devient tout de suite un tout petit peu moins évident, ça dépend vraiment du contexte. Et donc là, si on n'a pas des chiffres qui se sont basés sur la base empreinte et qu'on a derrière calculé, post-traité avec des données de l'entreprise, eh bien, en fait, on y arrive. On ne peut pas prendre une décision qui soit, en tout cas, éclairée. Voilà. Et des logiciels généralement pour utiliser tous ces chiffres. Donc il existe de nombreux logiciels, des SaaS ou des data platforms pour interpréter vos données physiques et les transformer en impact sur l'environnement. Par exemple, pour les locaux, je pense à DeepKey, qui est un peu le leader de la gestion environnementale des locaux. Pour les fournisseurs de matières premières, vous allez utiliser des bases d'émissions et d'impact de vos fournisseurs comme EcoVadis ou des questionnaires. Nous, chez Equimetrix, on a aussi fait des projets custom où on réalise en fait des agrégats d'impact de fournisseurs pour calculer l'impact upstream de vos activités, donc de votre chaîne d'approvisionnement. Donc aussi, pour savoir, effectivement, il faut aussi cartographier les fournisseurs. Hein, donc, et ça, c'est un Voilà. travail fait dans une démarche de décarbonation des achats. Donc nous, côté Yélé, on accompagne nos clients dans ces démarches. Donc il faut cartographier les fournisseurs, connaître leur importance, les sensibiliser, les embarquer, leur demander leur empreinte carbone et derrière les engager effectivement dans une démarche pour permettre de diminuer finalement le scope 3 des entreprises, hein, parce que globalement les fournisseurs sont dans le scope 3, même si pas globalement c'est tout le temps. Et ce scope 3 représente, en fonction des entreprises, mais entre 60 et 90% du bilan carbone en fonction de votre secteur d'activité, etc. Donc c'est quelque chose qui est vraiment non négligeable. D'ailleurs, il n'y a qu'un quart, si je me souviens bien, il y a à peu près un quart des grandes entreprises qui incluent le scope 3 dans leur trajectoire net zéro. Donc, c'est vraiment très difficile à mesurer. Oui, tu as raison, c'est souvent assez difficile. Souvent, ce que font les entreprises, ce qu'on leur conseille de faire en tout cas, c'est de commencer par les fournisseurs qui représentent le plus gros volume de bilan carbone, évidemment. Et pour avoir cette vue-là, il faut avoir fait un tout petit peu de mesure. C'est ça. Donc, merci pour vos réponses sur le sondage et votre participation. Je propose qu'on continue. Donc voilà, donc là, effectivement, le message, hein, c'est que, je reviens, hein, donc on ne peut pas effectivement réduire ce qu'on n'a pas mesuré. Donc il existe différentes possibilités, méthodologies, en fonction des impacts environnementaux qui permettent effectivement de faire une première mesure et ensuite de surveiller la réduction. Donc côté Yélé, nous, effectivement, on accompagne les entreprises dans le bilan carbone, dans les sujets d'empreinte biodiversité, de consommation d'énergie aussi, qui permet effectivement aux entreprises de savoir où est-ce qu'elles en sont et comment, derrière, elles peuvent réduire leur impact environnemental. Super. Deuxième point, alors je ne sais pas s'il y a des questions qui ont été mises. Non, pas de Non, bien. Surtout questions. n'hésitez pas, hein, si jamais vous avez des questions Oui. sur ce qu'on dit, ou même si dans ce qu'on dit vous trouvez qu'il y a des choses erronées, n'hésitez pas à réagir, ça nous fera progresser en tous les cas. Deuxième besoin qu'on commence à identifier, c'est anticiper les risques et s'adapter. Anticiper les risques et s'adapter, pourquoi? En fait, on sait que globalement, le changement climatique est en cours, hein, et donc on sait que notamment, et ce n'est pas la seule variable qui change, notamment la température va augmenter, mais elle va augmenter pas de manière uniforme partout à hauteur de 1 ou 2 degrés ou 3 degrés, pas du tout, elle va augmenter différemment selon les zones géographiques, donc on peut citer la différence entre la terre et la mer, mais aussi beaucoup plus localement en fonction de la topographie d'une région. Donc ça, c'est un premier facteur de variation de température. Mais il y a aussi
donc ces fonctions aussi des émissions de GES qui sont faites dans l'atmosphère. Et donc là, effectivement, on s'aperçoit que pour anticiper ça, ça devient tout de suite peu évident, sachant que la température, c'est une variable climatique, et qu'il y en a plein d'autres, la sécheresse, par exemple, les inondations, etc. Et donc ça devient très difficile à anticiper. Et par exemple, on estime qu'en 2050, je ne sais pas si tu as vu ce chiffre, mais on dit qu'il y aura à peu près 7 fois plus d'événements de jours de canicule et de vagues de chaleur qu'aujourd'hui. Donc dans 20 ans. Donc ça va aller très vite et ça a des gros impacts sur la manière, sur les business et les chaînes d'approvisionnement et les gestions des ressources humaines. Ouais, tout à fait. Et en plus, donc il y a un rapport qui est sorti il n'y a pas très longtemps, je crois, de Pisani Ferry, qui est un modeste économiste, un économiste très connu, donc où il dit qu'il y a effectivement un facteur 2 entre la prévention liée au changement climatique et l'inaction. Il y a vraiment un facteur 2 et le chiffre est en milliards au niveau de la France à l'horizon 2030. Donc, de votre côté de métier, est-ce que vous voyez effectivement des clients qui ont ce souhait de s'adapter en dehors effectivement du risque plutôt lié à la législation? En priorité, les assurances, bien sûr, et donc et les banques pour prévenir les risques. C'est les premiers touchés par les risques induits sur les entreprises. Mais de plus en plus, en fait, certaines industries se rendent compte des changements et des anticipations qu'elles vont devoir faire sur leurs investissements. Je vais en parler là tout de suite sur un cas d'usage qu'on a fait pour un acteur de l'hôtellerie, par exemple. Voilà, donc justement, on a travaillé avec un acteur majeur de l'hôtellerie pour cartographier les effets du changement climatique sur les différents sites d'implantation en France, grâce à des bases de données qui sont très bien faites, qui progressent comme le DRIAS ou GeoRisque pour les risques d'événements extrêmes. Et ça nous a permis en fait d'estimer en fait pour chacun des bâtiments les coûts associés et les investissements nécessaires. Et on a aussi fait une modélisation par IA justement de l'impact sur les ventes des jours de canicule et des événements extrêmes. Et du coup, on peut prédire, par exemple, dans le sud-est de la France, la baisse de fréquentation qui devrait arriver en juillet-août parce qu'il fera trop chaud. Donc ça, c'est hyper important et ça leur permet de prévoir les investissements. De l'autre côté, alors là, on a travaillé pour une ONG, Alliance to End Plastic Waste, qui va travailler sur les déchets. Et en fait, par computer vision, donc c'est un type d'intelligence artificielle, on repère de manière très fine les dépôts de déchets dans le monde pour pouvoir agir dessus et les retirer et préserver l'environnement. Donc, si je comprends bien ici, ce que vous permet de faire l'IA, c'est effectivement de prendre des données qui existent, mais de les adapter, les particulariser, les affiner en fonction d'un contexte spécifique. Exactement, et de les interpréter aussi. Super. Et donc effectivement, ces démarches d'anticipation, elles vont de pair avec des démarches plutôt métiers. Donc là, effectivement, on permet d'affiner des projections, de les adapter effectivement à un acteur. Et ça va de pair avec des méthodes comme la méthode Okara de Carbone 4, que de notre côté, on maîtrise et on déploie pour effectivement analyser les processus de l'entreprise et analyser leur sensibilité par rapport aux variations du climat à venir. Et alors, on connaît tous plutôt les risques dont je parlais d'augmentation des températures sur notre territoire, augmentation du niveau de la mer, mais on a aussi en fait une chute importante de la biodiversité. Et là, on a travaillé justement avec une banque qui a de nombreuses PME, TPE dans son portefeuille pour analyser en fait les services que la nature rend à ces entreprises gratuitement, comme nettoyer les sols, polliniser, etc. Et en fait, on a utilisé des grandes méthodologies que vous devez connaître chez Yélé, qui sont SBTN et le TNFD. Et en fait, on a automatisé toute la chaîne parce que là, on parle de portefeuille de dizaines de milliers d'entreprises. Donc, l'IA sert aussi à passer à l'échelle et accélérer les analyses pour identifier en fait les entreprises les plus à risque et ensuite générer des plans d'action pour ces entreprises. Donc, vous faites des céréales, voici ce que vous devez faire. Vous êtes un coiffeur, voici ce que vous devez faire par IA générative basée sur les frameworks. Donc, ça permet aussi d'accélérer l'accompagnement à l'échelle de clients. Et c'est des choses qui peuvent être répliquées, par exemple, pour les chaînes de fournisseurs.
C'est possible d'avoir des conseils vraiment précis par fournisseur grâce à des logiciels d'IA. Super. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Ok. Non. Donc, on peut avancer. Un autre besoin, c'est tout simplement d'être conforme à la loi. Bon. Alors certains diront effectivement que les amendes sont ridicules, c'est pas totalement faux, mais aujourd'hui en fait on a des enjeux qui sont différents des amendes financières, hein, qui sont aussi l'image et la mise en public finalement de tout un tas de données liées à la transition écologique. Et donc effectivement, on ne pouvait pas ne pas parler de CSRD. La CSRD effectivement c'est aujourd'hui un enjeu majeur, hein, donc je rappelle hein, effectivement ce que c'est. Donc c'est l'approfondissement et l'extension du reporting extra-financier actuel, hein, donc, qui demande beaucoup plus de comptes, hein, qui demande beaucoup plus d'informations plus précises, et qui va aussi concerner beaucoup plus d'entreprises. Hein. Le chiffre qu'on peut retenir, c'est qu'aujourd'hui, il y a 11 000 entreprises concernées en Europe, et ça va passer d'ici 3-5 ans à 55 000 entreprises concernées. Donc la CSRD, là, vous pouvez le voir donc, via ce fichier Excel qui est tout à fait plaisant à regarder, peut-être pas à remplir, mais à regarder. C'est que c'est 1178 points de données qui seront derrière exposés finalement au public via les rapports extra-financiers. Et donc, effectivement, alors, on peut dire qu'il y a une analyse de double matérialité. Bon, on ne sera pas à 1200 points de données, mais plutôt vers 400, 600. Ok, mais ça reste quand même 400, 600 points de données. Et ça, c'est pas toujours évident à aller chercher, sachant qu'en plus, chaque point de données, en fait, est l'agrégation d'un ensemble de données aussi. Donc, je rappelle la CSRD qui couvre 3 piliers, hein, effectivement, l'environnement, le social et la gouvernance, avec notamment dans l'environnement, et on a évoqué des thématiques juste avant, des sujets donc, liés au changement climatique, à la biodiversité, à l'eau, à la pollution, etc. Donc, de votre côté, vous avez eu un cas d'usage au CSRD, je crois, Dominique. Oui, alors on a un outil d'ailleurs qu'on a développé qui extrait les points de données CSRD de SharePoint, de rapports, de dizaines de milliers de documents pour des entreprises afin de répondre à la CSRD automatiquement et de mettre, donc là vous voyez des scores en fait de complétion du formulaire CSRD en se disant on va pré-remplir les données et ensuite les analystes vont valider ces données pour accélérer le reporting CSRD. Du coup, on a l'impression, Dominique, là, que c'est un peu magique. C'est-à-dire que cet énorme truc qui est la CSRD, qui semble très compliqué, on a l'impression qu'en finalement quelques clics, on s'en sort. Est-ce que c'est aussi magique que Oui. ça, l'IA, ou est-ce que L'IA, ça fait toujours un effet magique parce que en 2 heures, on a rempli entre guillemets la CSRD, mais après, il s'agit de voir le détail et il faut savoir qu'il y a toujours un pourcentage d'erreurs, vu que justement, c'est pas une logique pure, c'est pas parfaitement déterministe. Donc en fait, c'est important de ne pas 100% se fier à l'IA, c'est un accélérateur. Ensuite, il va falloir du temps pour valider chacune des réponses de l'IA par une personne physique, un humain. Donc c'est pas tout à fait magique, mais c'est un gain de temps. On estime que ça réduit de x4 le temps pour remplir la CSRD, si bien sûr les indicateurs sont déjà calculés et existent en interne. Super. Donc, une fois qu'on a parlé effectivement de pourquoi est-ce que la donnée est importante, hein, donc effectivement donc, la réglementation, la mesure et l'anticipation, en fait finalement, et on l'a déjà un petit peu évoqué, mais parfois c'est pas toujours facile. Donc le premier problème, c'est qu'il peut y avoir beaucoup de données à collecter. Donc, pour tous ceux qui ont été confrontés effectivement à la collecte de données à des fins donc, de rapport, de mesure ou d'optimisation, souvent la donnée, parfois, alors dans le pire des cas, elle n'existe pas. Donc quand elle n'existe pas, dans ce cas-là, on fait effectivement appel à des cabinets qui peuvent vous accompagner effectivement dans effectivement, la création de cette donnée. J'entends la bilan carbone, empreinte de diversité, etc. Mais parfois la donnée existe aussi, hein, mais elle existe parfois quand on est dans une grande entreprise, dans des documents qui sont pas toujours dans notre service, mais souvent dans d'autres services, éventuellement dans d'autres entités internes de l'entreprise, ou alors encore pire, en externe, quand il s'agit de fournisseurs. Donc là, je reviens effectivement à notre sujet de décarbonation des achats.
où l'idée est d'aller récupérer de la donnée, en tout cas demander de la donnée aux fournisseurs qui ne sont pas dans l'entreprise, qui n'ont pas forcément toujours envie de la donnée. Mais pour ça, effectivement, on peut s'appuyer sur l'IA pour aller peut-être un petit peu plus vite, pour éviter beaucoup de temps et aussi beaucoup de démotivation dans les sites. Alors, c'est ça. Et puis, donc c'est ce que je viens de présenter. On va chercher la donnée qui se trouve dans des SharePoint, dans des chat Teams, etc. En fait, on va scanner à grande échelle tout ce qui est déjà produit comme écriture quelque part et en fait la retranscrire à travers les questions des frameworks, donc de la CSRD. Mais là, par exemple, on l'a aussi fait pour des fournisseurs. Donc, c'est le groupe Kering. Ils ont plus de 5000 fournisseurs et ils leur font remplir EcoVadis. Donc, c'est des questionnaires pour vérifier que les fournisseurs n'ont pas de scandale, etc. Et en fait, on aide les fournisseurs qui sont peut-être des petites entreprises qui ont du mal à remplir tous ces questionnaires. Ça leur fait perdre du temps, ça les démotive, etc. Et en fait, on va dire aux fournisseurs, donne-nous des questionnaires que tu as déjà remplis. Avec l'IA, on va pré-remplir EcoVadis pour toi. Typiquement, ça permet que si un responsable ESG dans une entreprise, il ait du temps dédié à mettre l'entreprise en transition et moins de temps dédié à remplir le reporting. Donc, on pense que c'est vraiment un accélérateur pour que les entreprises agissent vraiment. Et on a aussi fait quelque chose de très similaire pour la Caisse des dépôts et consignations, où en fait, elle a aussi des portefeuilles immenses d'entreprises et on va extraire automatiquement les données de taxonomie européenne pour que la Caisse des dépôts, elle, puisse ensuite créer ses propres déclarations d'alignement à la taxonomie européenne. Et de la même manière, en fait, notre algorithme, en 1 heure, on avait extrait en fait, toutes les données nécessaires à la réglementation. Merci Dominique. Donc, je vois une remarque de Sonia qui dit qu'effectivement la data n'est pas toujours disponible. Donc en effet, ouais. Donc, si la data n'existe pas ou pas disponible, effectivement, c'est l'IA en fait ne peut pas en plancher tout de suite, sauf à dire qu'on estime. Donc ça, on va en discuter juste après. Et effectivement, quand la data n'est pas disponible, il faut faire appel à des cabinets pour créer cette data, pour créer cette mesure. Voilà, soit aller la demander effectivement aux personnes qui la détiennent, pour aller derrière l'agréger, la synthétiser dans les rapports. Deuxième problème qu'on voit souvent de notre côté Yélé, c'est qu'il y a des incertitudes, voire il y a des données qui sont en fait juste pas du tout dans les bons ordres de grandeur, donc qui sont extravagantes, ou parfois effectivement on n'a pas la donnée. Donc le sujet de l'incertitude, c'est probablement un sujet auquel aussi vous avez été confronté. Donc globalement, comment ça se passe quand on fait, par exemple, quand je prends le cas d'usage d'une donnée d'impact environnemental, eh bien, c'est en fait la multiplication globalement d'un facteur d'émission, donc là on en a parlé tout à l'heure, dans la base empreinte de l'ADEME, par une donnée d'activité disponible ou pas, ou créée dans l'entreprise. Et donc en fait, à chaque donnée, il y a des incertitudes, et donc derrière, ça fait beaucoup d'incertitudes cumulées. Donc c'est du coup quelque chose avec lequel il faut jouer. Donc ça, c'est pas du tout un argument pour dire qu'il faut ne pas y aller. Nous, on accompagne des entreprises où effectivement on s'aperçoit que parfois la donnée, on prend des hypothèses qui sont un peu larges. Donc ça permet d'avoir un premier ordre de grandeur, mais l'idée derrière, c'est d'affiner les choses, avec les entreprises. Et nous, c'est ce qu'on fait. Mais on peut aussi aller chercher d'autres cas d'usage avec l'IA. Vas-y, Dominique. Tout à fait. Alors, l'IA permettre aussi de compléter les données manquantes. En effet, parfois, en fait, tout le monde n'a pas encore réalisé de bilan carbone. Ça concerne 10% des TPE, par exemple, PME. Et pourtant, il faut bien que les banques fassent un scope 3, en fait. Sinon, si tout le monde se regarde en attendant que les autres publient, ça freine l'action. Donc, ce qu'on fait, par exemple, ce qu'on a fait pour plusieurs banques, c'est de la prédiction assez fine d'empreinte carbone dans la mesure du possible en se disant, bon, un coiffeur de telle taille
Comparé aux autres coiffeurs, normalement, il émet à peu près tant de carbone par employé ou par chiffre d'affaires, ça dépend des industries. Et donc, ça permet d'estimer, de prédire des mesures carbone. Et ça, c'est de l'IA parce qu'on va chercher les entreprises les plus similaires. On va pas juste faire un bête ratio par code NAF, on va vraiment chercher à s'adapter aux spécificités de l'entreprise. Ça permet aussi, du coup, d'identifier les anomalies en se disant, bah, en fait, ce bilan carbone, 100 tonnes de CO2 par employé pour un secteur tertiaire, c'est pas normal. Et donc, en fait, comme on ne parle pas encore couramment carbone, comme on parle couramment euro, c'est vraiment intéressant d'avoir des algorithmes de détection des erreurs pour fiabiliser les données et les interpréter. Donc, Alors, on a... Ouais. J'aurais une question de Mathilde, là, je pense que c'est intéressant d'y répondre en séance. Donc, je te la pose de la part de Cécile. Quel est le temps de préparation pour choisir les questions à poser pour scanner l'ensemble des documents, par exemple, aller rechercher des indicateurs? C'est une bonne question. En fait, la préparation, on y passe 1 ou 2 semaines. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a un peu de temps de travail par framework. Si vous arrivez avec une nouvelle méthode et que vous voulez que on s'aligne aux indicateurs de la loi GIEC, on va vous dire ok, on doit d'abord préparer en amont le questionnaire et ensuite on pourra réaliser le scanning des données automatiquement. Donc on a un peu de travail de notre côté. Et en réalité, généralement, on l'automatise. Par exemple, la CSRD, on a fait faire un scanning de la loi par une IA qui a essayé de dire tous les indicateurs nécessaires aux différents paragraphes. Je reviens au fil de la présentation, là, effectivement. Merci pour la question. Ouais. Je reviens sur le fil de la présentation, là, effectivement. Donc là, sur plutôt une côté vérification de données sur lequel vous avez travaillé, je crois. Oui, alors c'est une autre manière de vérifier les données. Je pense que vous êtes familier avec le greenwashing, la propension à dire qu'on est top super élève, alors que soit ce qu'on dit n'est pas prouvé, ou soit ce qu'on dit en fait ne correspond qu'à une toute petite partie de notre impact et de notre activité. Et en fait, par l'IA, comme maintenant on a de l'IA générative qui a une certaine capacité de réflexion, on lui fait passer des rapports. Donc là, par exemple, c'est pour BNP notamment qu'on a fait ce projet. On lui fait passer des publicités, des rapports, de la communication de BNP dans différents pays pour vérifier si les allégations environnementales sont fondées, bien justifiées ou présentent des risques de greenwashing. Donc c'est une sorte de scanning à greenwashing. Et ensuite, ça leur permet de prévenir les scandales et aussi de s'adapter à la nouvelle réglementation qui arrive sur le greenwashing, qui s'appelle Green Claim Directive, et qui va en fait vraiment réglementer en Europe le greenwashing et le sanctionner. Super. À noter qu'effectivement que BNP donc investit un petit peu quand même dans le sujet. Alors après, effectivement, je ne vais pas aller sur le débat via la BNP, mais oui, aussi, voilà. on travaille. Il suffit à ce sujet. Voilà, c'est ça. Mais du coup aussi de notre côté, on travaille, on les accompagne sur des sujets d'impact environnemental aussi, parce que bon, voilà, globalement, tout le monde s'y met. Tout le monde s'y met. En tout cas, je vous ai montré un projet de data science sur des tonnes de carbone, donc c'est vraiment du calcul, et un projet de data science sur du texte. Donc maintenant, en fait, les IA peuvent traiter le quantitatif et le qualitatif et vous aider à les fiabiliser et les interpréter. Un autre problème, j'ai envie de dire peut-être pas, c'est effectivement le fait que parfois il y a beaucoup de données. Hein, il y a beaucoup de données à les récupérer, donc effectivement, ou même quand on les a, finalement, il y en a vraiment beaucoup et on ne sait pas très bien comment s'y prendre, comment les analyser. On ne sait pas très bien quelles questions poser, ou même, voilà, parfois on se limite même en termes de créativité. Et donc là, l'IA peut nous permettre d'accélérer les choses et nous permettre de faire des POC sur finalement des choses auxquelles on ne pensait pas toujours. Et donc c'est un peu l'objectif de cette dernière partie ici. C'est de vous montrer quelques cas d'usage où effectivement on peut aller un petit peu plus loin avec l'IA, notamment pour réorienter un peu son business.
Oui, voilà. Alors, donc là, j'ai pris plusieurs projets d'Equimetrix. Euh, Déjà, toute cette donnée, après, le but, c'est d'agir, hein, c'est bien de réduire. Donc, la première manière de réduire son impact à ISO vente, chiffre d'affaires égal, etc., c'est optimiser les opérations. Donc, réduire le gâchis dans les opérations. Nous, par exemple, avec de l'intelligence artificielle, on va prédire des ventes pour Unique Heritage Media, qui sont des éditeurs de magazines. On va être très très fin sur la prédiction en fonction des types de magazines, de la saison, etc., et des localisations, sur quel kiosque va vendre combien de magazines. Et en fait, ça permet de réduire le gâchis. Typiquement, un usage de vraiment être très très fin dans la vision des opérations et les prédictions. Ensuite, un autre usage, c'est l'identification de fuites et de consommation anormale. Il peut y avoir des personnes qui ne consomment de l'eau que 2 fois dans l'année au moment de remplir leur piscine dans leur maison de vacances. Ça ne veut pas dire qu'il y a une fuite, ça veut juste dire qu'ils prennent 48 heures à remplir leur piscine. Mais si on le fait avec l'IA va, comme un humain, se dire oui, c'est normal, c'est à Nice, etc. Ils sont pas là le reste de l'année, donc pas d'alerte. En revanche, il peut y avoir des surconsommations dans certaines maisons où vraiment d'un coup on se met à consommer alors qu'il n'y a pas de raison apparente. Donc on a fait un détecteur de fuite qui a appris sur des bases de données de fuite non fuite sur l'ensemble de la France pendant des années pour mieux identifier les fuites et donc les arrêter et intervenir. Et cette IA a à la fois pu identifier des fuites, mais aussi juste des consommations anormales, c'est-à-dire dire bah, vous avez surconsommé à telle période. Et donc, en fait, comme on anticipe qu'il va y avoir 3-4 fois plus de sécheresse par an, là, on a tous les acteurs de l'eau qui se mobilisent pour se dire comment on va pouvoir identifier les surconsommateurs et leur faire un pricing différentiel pour pouvoir réduire les surconsommations. Donc voilà, donc dans vos opérations, je suis sûre que vous avez en tête vous-même des marges, du gras à aller chercher, du gaspillage. Et donc les logiciels sont souvent très utiles pour aller être au plus proche des opérations. Une fois que notre chaîne de production elle est optimisée, on a fait de notre mieux pour une unité vendue, on est le plus faible en carbone possible. Il faut aller plus loin. Il va falloir carrément vendre à ses clients des nouvelles offres, se rediriger, vendre des produits verts. En fait, il y a vraiment une redirection du business model pour accomplir entièrement la transition et épouser la transition écologique du secteur. On a fait avec Renault, donc l'IA, elle peut servir à en fait travailler vraiment au niveau de la vente pour aller promouvoir des offres vertes. Renault, en ce moment, ils sont en train de transitionner vers les véhicules électriques. Ils ont un gros enjeu de redirection de leur marketing vers le véhicule électrique. Et nous, en fait, on a fait des modèles d'algorithmie avancée basés sur une des spécialités d'Equimetrix, d'ailleurs, qui est le MMO, le Marketing Mix Modeling, qui permet de dire, bon, pour chacune des publicités de Renault, combien de carbone est engendré, parce qu'on sait que pour chacune de ces publicités, on va avoir tant de véhicules vendus. Chaque véhicule, on va avoir en moyenne tant de carbone émis. Et donc, en fait, on va aider Renault à décider de son plan marketing en fonction des impacts carbone. Et donc, que le marketing, en fait, soit acteur de le plan de transition écologique de l'entreprise. Et ça, on peut le faire avec énormément d'industries. En fait, toutes les industries où finalement, on a des produits plus ou moins carbonés. Une autre manière de voir les choses, c'est plutôt la connaissance des consommateurs et des clients. C'est ce qu'on a pu faire avec ICAD. Donc en fait, ICAD, ils ont eu des immeubles verts, des immeubles bas carbone, etc. Et ils ont envie de les vendre, de vendre des surfaces. Et ce qu'on a fait, c'est qu'avec, encore une fois, donc des intelligences artificielles, on est allé analyser leur base de clients et toutes les données, les plans les rapports extra-financiers des clients
et les sites internet pour en fait identifier dans tout leur portefeuille d'entreprises lesquels étaient les plus motivés, les plus moteurs dans la transition écologique, et donc aller cibler les personnes à qui ils peuvent vendre des locaux verts. Donc en fait, c'est pas une question de est-ce que le marché n'existe pas, c'est aussi une question de comment je change de marché, comment je vais aller vendre des offres vertueuses à des personnes qui vont être prêtes à peut-être payer plus cher parce qu'elles-mêmes sont en transition écologique. Et donc tout ça, ça a accéléré. Et c'est ce que je disais sur l'IA, ça permet vraiment le passage à l'échelle. C'est que des choses qui peuvent être faites par des analystes, mais qu'on peut déployer à l'échelle de portefeuille en automatisant ces screenings. Et une question qui peut survenir, c'est effectivement, finalement, comment on fait pour arriver à ce type de cas d'usage. Du coup, donc, il existe des méthodes, hein. Il existe des méthodes pour arriver à ce type de cas d'usage. On peut citer notamment, nous, la méthode qu'on utilise donc, côté IED, c'est la méthode ACT, que vous connaissez probablement, qui veut dire, Accelerate Carbon Transition. Et avant, c'était Assess Carbon Transition, je crois. Et donc, on utilise cette méthode justement pour juste générer finalement un état des lieux de la maturité écologique d'entreprise et après pour faire discuter les acteurs, échanger sur finalement quelle direction l'entreprise pourrait prendre finalement d'un point de vue strictement économique même pour anticiper les changements réglementaires et physiques liés effectivement au changement de notre environnement. Et donc en fait, grâce à ces ateliers, on peut faire naître des cas d'usage qu'on peut venir sous-tendre grâce effectivement à des analyses comme celle que vous avez présentée d'habitude. Oui, en fait, c'est un peu ça. Moi, j'ai l'impression que souvent, les clients à qui on va parler, donc nous, on va s'adresser aux directions RSE très souvent. Hein, il y a des directions dédiées à la transition écologique. Ils ont en tête ce qu'ils voudraient, hein, mais souvent, ils pensent que c'est impossible parce que justement, ça prendrait trop de temps, ça prendrait du temps d'aller cibler tous leurs clients, etc. Et nous, en fait, on va leur dire, t'inquiète, en quelques jours, tu peux avoir une première version. L'IA peut te mettre le pied à l'étrier. Tu peux remplir la CSRD, une première version, etc. Et donc, en fait, ça peut débloquer les personnes. Et puis après aussi, souvent, on leur dit, mais regardez, avec les nouvelles technologies, ce que vous pensiez impossible, on peut réaliser une partie avec tel ou tel algorithme. Donc souvent, on arrive après vous, hein, je dirais. Super. Merci beaucoup. Alors, je reviens effectivement juste pour dire effectivement qu'il y a une initiative de l'ADEME qui permet de subventionner donc le déroulé d'une méthodologie ACT. Donc voilà, surtout faut pas hésiter dans le cadre de ce qu'ils appellent Pacte Industrie. Là-dessus, je fais de la pub pour eux. et donc c'est effectivement très très intéressant derrière de venir combiner cette méthodologie et effectivement la puissance de l'IA pour essayer de vite aller voir dans quelle mesure on peut bifurquer ou se rediriger en termes de business model. Donc voilà, on arrive vers la fin de ce webinaire. Une dernière question quand même pour vous. Donc j'espère qu'on ne vous a pas trop tardé pendant ces éléments, pendant cette heure-là. Et vous, de l'autre côté, comment est-ce que l'IA peut vous aider? Donc là, effectivement, vous avez l'ensemble de la chaîne finalement de l'utilisation d'une donnée, chaîne valeur d'une donnée, globalement. Hein. Et donc, de votre côté, comment est-ce que l'IA pourrait vous aider? Donc là, en fait, on a mis la chaîne de la donnée finalement. En fait, et qui suit un peu la chaîne de maturité souvent des entreprises. Vous allez débloquer petit à petit les différents blocs sur différents thèmes. Vous commencez par collecter. Bon, réfléchir à quelles données collecter. Les collecter. Ensuite, les vérifier, les compléter parce qu'on a rarement toute la donnée. Ensuite, on peut les analyser. Et là, on passe à agir avec ces data. Donc, une fois qu'on a les données, qu'elles sont fiables, on peut prendre les décisions. Alors, on peut optimiser, comme on disait, avec des algorithmes pour optimiser les pertes. Puis, on passe à vraiment rediriger l'offre. Et enfin, c'est un élément qu'on n'a pas mis, mais qui est aussi possible avec l'IA, communiquer. Donc, en fait, l'IA permet aussi à grande échelle
écrire ce que vous pensez, comment partager aux entreprises, à vos parties prenantes, ce que vous avez fait, ce que les banques peuvent l'utiliser pour inciter les PME à l'action, etc., pour embarquer tout le monde dans votre transition. Et en fait, sur toute la chaîne, l'IA est là pour accélérer les choses, quoi. Je pense que ça va être le fin mot de ce webinaire. Donc, On vous voilà. laisse nous mettre des questions si vous en avez dans l'onglet questions. Dans tous les cas, donc effectivement, donc là-bas, n'hésitez pas à alimenter le volet questions. De notre côté, on reste disponible avec Domitil pour répondre à des questions, mais a posteriori, hein, donc via LinkedIn évidemment. Si vous êtes là, c'est que vous avez trouvé une manière ou d'une autre via LinkedIn. Donc du coup, on reste disponible pour évoquer ces sujets ensemble avec vous. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas. Et, euh, et je propose Domitil, du coup, vu qu'il n'y a pas vraiment de réaction, qu'on s'arrête là, sauf si je me trompe. Très bien. Ça te va? Ça me va très bien. Super. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup à toutes et tous pour votre présence pendant cette heure-là. N'hésitez pas à nous contacter, hein. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter. On est vraiment dispo pour échanger ces sujets. On est tous les deux et nos deux cabinets sont tous les deux convaincus qu'il faut accélérer la transition écologique. Et donc, nous mettons les forces sur cette thématique-là. Voilà. Bah, merci encore une fois à tout le monde. Merci à toi, Domitil. Et donc,